Lorsque je referme les yeux, lorsque mes cris en moi résonnent, lorsqu'ils deviennent sauvages, ces routes et leur tout dit, tu es mon feu, ma source de lumière. Je porte en moi ces rêves millénaires, cet héritage aux mille échos de au-delà de mes à travers ton j'ai vu des eaux creuser et te force de continuer. Tu es mon feu, ma source de lumière. Je porte en moi ces rêves millénaires, cet héritage aux mille échos de cet héritage aux mille échos de Oui, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet avant-dernier dîner-conférence autochtone de la session hiver 2024. Je m'appelle Nancy Wiskouti-Crépeau et professeure à l'INRS et co-responsable avec la professeure Johanna Radu du cours de deuxième-troisième cycle, sujet de pointe en études autochtones. Cet événement se déroule en territoire Anishinaabe et aussi en territoire Innu, deux peuples autochtones au Québec qui entretiennent des relations avec leur territoire depuis des milliers d'années. Vous avez pu écouter dans la salle d'attente la chanson ayant pour titre Mother de l'artiste Inuk Béatrice Deer, qui est originaire du Nunavik. Aujourd'hui, nous recevons Audrey-Lise Hervieux, fondatrice, conférencière et blogueuse de Maman autochtone.
Originaire de Pessamit, cette mère Innu dévouée est interpellée par les enjeux autochtones. Elle a consacré 6 ans dans le domaine de l'éducation et elle est présentement étudiante en gouvernance autochtone à l'UQAT. Et elle est en voie de compléter son baccalauréat ESSOR par cumul de certificats. Félicitations d'ailleurs. Et Audrey-Lise, elle a reçu aussi un prix au Gala Mammouth dans la catégorie Revendiquer une éducation à l'image des peuples autochtones. Elle incarne la détermination, la créativité et l'engagement et continue d'inspirer et de faire avancer la cause de sa communauté ainsi que l'avenir de la jeunesse chez les peuples autochtones. La présente conférence est intitulée Le parcours de maman autochtone. Audrey-Lise Roch-Hervieux nous propose d'explorer avec elle son parcours tumultueux en mettant en lumière les nombreux défis surmontés, la quête de résilience et la reprise en main de sa vie. Sa conférence vise à créer une communauté solidaire et à transmettre un message puissant d'espoir, d'encouragement et de renforcement de la confiance en soi. Merci Audrey-Lise d'avoir accepté notre invitation. Tu as maintenant une quarantaine de minutes pour ta présentation et la parole est à toi. Sanashkam Nancy, alors, Quakes Noetchek, Namastamlelden, Kajuiram, Wianude, Kargatji, Nasimian, Jiwa, Widmanuna, Kinil, Nemechnam, Tankihnagot, Manatam, we ham Goyanu, Yestatan, Leluan, Padma, Wehman, Ognuchatonim, Leluimun, Ergato, Mustrohuimun, Makagli Hoimun. Alors, je vais traduire ce que je viens de dire. Lorsque on m'invite à prendre parole à des conférences, je prends toujours la parole en Inuimun d'abord, puisque c'est une des langues premières de notre territoire que nous partageons depuis des millénaires. Et je suis très honorée d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager mon histoire et mon vécu. Merci. Alors, c'est ça, sans plus tarder, je vais vous partager un peu mon vécu parce que avant d'en arriver où j'en suis aujourd'hui, j'ai vécu beaucoup de défis. J'ai surmonté beaucoup d'obstacles dans ma vie d'adolescente jusqu'à aujourd'hui. Puis avant d'en arriver à faire ce que je fais avec Maman Autochtone, si on recule en arrière un peu, j'ai vécu beaucoup de difficultés. Je suis également une enfant d'un survivant des pensionnats et on s'entend que j'ai connu également les blessures intergénérationnelles, etc. Et dans ma jeunesse, j'ai beaucoup souffert de l'absence d'affection de la part de mon père qui, lui, a fréquenté les pensionnats. J'ai longtemps été en colère contre lui parce que je voyais souvent mes amis, mon entourage recevoir de l'affection de la part de leurs parents, de leur papa. Et je me disais, pourquoi moi, je n'ai pas droit à ça? Mais c'est plus tard que j'ai compris lorsque mon père et moi, on s'est assis à la table et qu'il m'a expliqué qu'il avait été dans les pensionnats et qu'il avait souffert de l'absence d'affection pendant une partie de sa jeunesse lorsqu'il était là-bas. C'est là que j'ai compris pourquoi mon père était tout simplement incapable de me démontrer l'affection que j'avais de besoin. Mais je savais que mon père nous aimait énormément et nous aime encore aujourd'hui, mais à sa façon. Et c'est dans les communautés autochtones, on parle souvent des difficultés sociales qu'il y a, mais on pousse jamais plus loin à comprendre pourquoi il y a ces difficultés sociales-là. Et moi, dans mon parcours, je me suis dit, je vais partager mon histoire afin d'aider d'autres gens qui vivent sensiblement les mêmes choses pour que ces gens-là qui vivent ces difficultés-là puissent changer leur paire de lunettes et se dire, OK, si elle a réussi à s'en sortir, moi aussi, je peux réussir à m'en sortir. Alors voilà. Si on recule vraiment, lorsque j'étais adolescente, j'ai été dans la consommation assez jeune. J'ai débuté la consommation vers l'âge de 12-13 ans et s'en est rapidement suivi vers des consommations de drogue dure. Et évidemment, ben, j'ai pas
j'ai pas réussi à compléter mon secondaire parce que j'étais plongée dans la consommation. Et à l'âge de 18 ans, j'ai déménagé à Wendake, justement pour aller compléter, dans l'espoir de compléter mon secondaire 5. Et rapidement, je me suis retrouvée seule, en fait, c'est dans l'inconnu, dans un milieu urbain où ce que j'avais pas de famille, pas nécessairement d'amis. Fait que j'avais pas de point de repère. Fait que rapidement, je me suis retrouvée à avoir de mauvaises fréquentations. Et ma consommation s'est rapidement détériorée. J'ai consommé énormément de drogue dure lorsque j'étais là-bas, mais j'ai quand même, c'est drôle à dire, j'ai quand même réussi, malgré la consommation, à compléter mon secondaire 5 de peine et de misère. Et, mais il est arrivé un événement lorsque j'étais là-bas qui a fait en sorte que je devais retourner vivre dans ma communauté parce que j'étais rendue excessivement loin dans ma consommation. Je consommais méthamphétamine pratiquement tous les jours. C'est ce que c'était mon déjeuner le matin. Et c'est ça, il est arrivé un événement qui a fait en sorte qu'il a fallu que je retourne dans ma communauté parce que j'étais rendue trop loin. Et je suis retournée à Pessamit en 2008. Je suis restée 6 mois dans ma communauté pour essayer de m'en sortir toute seule parce que je n'étais plus capable de ce mode de vie-là. Et comme j'étais rendue trop loin, il y avait trois choix qui s'offraient à moi. Soit j'allais finir à l'hôpital, en prison ou à la morgue. C'était rendu à ce point-là. Et lorsque je suis retournée vivre dans ma communauté, j'ai quand même réussi à décrocher des drogues dures, heureusement. Et 6 mois plus tard, lorsque j'ai été prête à retourner aux études, je suis retournée vivre à Québec et je me suis inscrite au Cégep dans l'espoir d'obtenir mon diplôme d'études collégiales. Mais évidemment, il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu. Surtout dans mon cas, j'avais une tête dure, comme on dit. Et je me suis inscrite au Cégep. Mais j'ai rapidement abandonné mes études lorsque j'ai rencontré mon conjoint de l'époque qui demeurait à Québec. Et ça a été une relation hautement toxique. Et j'en ai parlé dans mon blog. D'ailleurs, tout le parcours que j'ai vécu, j'en parle dans divers textes dans mon blog. Et cette période-là de ma vie fut l'une des plus difficiles. J'ai vécu beaucoup, beaucoup de violences conjugales avec ce conjoint-là. Je ne l'ai pas eu facile. Puis à cause de cette relation-là, justement, j'ai dû abandonner mes études collégiales parce que je suis vite retombée dans une très mauvaise passe. Évidemment, la consommation est revenue dans ma vie de façon quotidienne. Et je fonctionnais en pilote automatique. Euh, Ça a été vraiment une période assez douloureuse. Encore aujourd'hui, quand j'en parle, c'est particulièrement difficile parce que lors de cette relation-là, j'ai failli y passer, sérieusement, parce que dans le fond, cet homme-là a voulu mettre fin à mes jours. Puis je vais toujours me rappeler de ce dernier soir lorsqu'il m'a dit, lorsqu'il avait ses mains autour de mon cou en me disant, tu ne reverras plus jamais tes parents, tes amis, c'est fini, ta vie est finie. Et à ce moment-là, je me suis dit non, c'est pas vrai, il aura pas raison sur moi et je vais essayer de m'en sortir. Puis suite à cet événement-là, je l'ai dénoncé et évidemment, il a fait de la prison. Mais euh, j'ai tellement été maganée psychologiquement par cet homme-là que je me suis vraiment laissée aller. Ma vie s'est détériorée assez, de façon assez spectaculaire. Euh,
il a réussi à me faire croire que j'étais une mauvaise personne, que je ne réussirais jamais dans ma vie, que je ne ferais jamais rien de bon. Euh, et suite à cet événement-là, j'ai eu une dégringolade assez brutale. Et quelque temps après, j'ai été victime d'abus sexuels de la part d'un inconnu dont je ne saurais jamais le nom et je ne rentrerai pas dans les détails parce que le délai est quand même assez court, mais j'en parle quand même assez de façon plus large lorsque j'offre des conférences un peu plus longues. Mais suite à cet événement-là, j'ai eu une grosse prise de conscience qui m'a fait dire, OK, Audrey, là, c'est assez. T'es rendu trop loin. Il va falloir que tu te lèves, que tu te reprennes en main parce que tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Et c'est à ce moment-là que je suis retournée vivre dans ma communauté pour de bon en 2011. Et suite à ça, euh, un an plus tard, en 2012, j'ai fait la connaissance du père de mes enfants. Et à ce moment-là, je consommais encore des drogues douces, je consommais encore de la marijuana de façon quotidienne. Et lorsque j'ai rencontré le père de mes enfants, il a fallu que je fasse un choix parce que dans le fond, le père de mes enfants est policier depuis plus de 15 ans. Et si je voulais préserver cette nouvelle relation toute fraîche, eh bien, évidemment, il fallait que je mette de côté la consommation parce qu'on s'entend que la consommation et le corps policier ne vont pas ensemble. Et une chance qui est entrée dans ma vie, je le remercierai jamais assez parce que grâce à lui, je m'en suis sortie. Et grâce à lui également, j'ai réussi à me reprendre en main, à retourner aux études, à me trouver un travail. Et justement, en 2012-2013, il m'a dit, ça serait le fun que tu trouves un emploi. Puis c'est à ce moment-là, justement, en 2013, janvier 2013, que j'ai décidé d'offrir mon nom à l'école primaire Nosem de ma communauté. Et c'est là que mon aventure dans le domaine de l'éducation a débuté. Et dans le fond, j'ai travaillé à l'école primaire Nosem de 2013 jusqu'à 2022. Et lorsque j'ai travaillé là-bas, au début, il y a eu une affiche comme de quoi l'UQAT, pas l'UQAT, excusez, pardon, l'UQAC offrait un cours de certificat d'aide enseignante en milieu autochtone. Puis je me suis dit, wow, tu sais, je vais m'essayer. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais tu sais, c'était pas la carrière de rêve que je m'étais imaginée nécessairement. C'était vraiment dans l'optique d'avoir un emploi stable parce qu'il y avait quand même un gros manque de personnel dans le milieu où ce que je travaillais. Et j'ai été acceptée dans le programme. Et entre-temps, nous avons abordé le sujet d'avoir des enfants avec mon conjoint. Mais comme d'habitude, il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu et j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés à avoir des enfants. Et lorsque j'avais vu le médecin, il m'a dit que peut-être qu'il fallait que je me fasse à l'idée que je ne pourrais jamais porter la vie parce que j'avais eu des problèmes de santé. Mais finalement, au bout de 2 traitements, j'ai réussi à tomber enceinte de mon premier enfant. Et au travers de cette première grossesse, j'ai également réussi à compléter mon premier certificat d'aide enseignante en milieu autochtone. Et après ça, je me suis fait proposer un travail justement dans l'école où est-ce que je faisais de la suppléance. Je me suis dit, waouh, tu sais, ça va m'apporter une certaine stabilité, puis une certaine sécurité financière également. Et j'ai accepté le poste qu'on m'a proposé, mais ça a été un cadeau mal emballé, si on veut, en quelque sorte, parce que on m'a, j'ai été attitrée dans une classe d'adaptation scolaire auprès des élèves ayant un trouble du spectre de l'autisme. Et moi, il faut comprendre que j'avais zéro connaissance à ce sujet. Et je me suis dit, bon, je vais accepter ce qu'on m'offre et je vais essayer
de renchérir un peu mes connaissances en allant faire d'autres études. Et suite à ça, je me suis inscrite à l'UQAR dans un certificat en psychoéducation. Mais ce programme-là ne m'a pas tant enrichi, si on veut, parce que on a eu pratiquement la même chargée de cours pendant toute la durée de mon certificat. Et cette chargée de cours-là était excellente dans son travail, mais malheureusement, elle n'avait jamais travaillé en milieu scolaire. Elle a passé une partie de sa vie à travailler dans les centres jeunesse. Et oui, j'ai été outillée, mais pas assez. Et j'ai quand même réussi à compléter ce deuxième certificat-là au travers d'une deuxième grossesse. Et suite à ça, j'ai entamé un troisième certificat euh, en troubles du spectre de l'autisme. Et ça, c'était vers 2000, entre 2020 et 2022, justement. Mais à cette époque-là, je me posais déjà beaucoup, beaucoup de questions, à savoir si c'est ce que je voulais faire toute ma vie, toute ma carrière. Est-ce que c'était la carrière que j'avais rêvé faire? Pas nécessairement. C'était plus une porte de sortie pour moi. Tu sais, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, tu sais, j'ai donné mon nom là-bas sans vraiment, tu sais, c'était vraiment juste pour avoir une stabilité. Et il est arrivé plein d'événements un à la suite de l'autre dans mon milieu de travail qui m'ont poussé à avoir de grosses remises en question. Et finalement, vers 2021, j'ai commencé à écrire sans but précis. Et c'est là que j'ai commencé à écrire pour Maman autochtone, mais sans savoir que Maman autochtone allait voir le jour. J'ai ouvert mon ordi un beau matin de décembre et j'ai commencé à écrire tous les jours et j'ai fini par me ramasser avec plus d'une cinquantaine de pages. Et j'ai écrit vraiment toutes les blessures qui m'ont fait mal au courant de ma vie. Et justement, mon conjoint me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Je te vois toujours écrire, c'est quoi que t'écris? Puis tu sais, moi, jamais j'aurais pensé écrire dans ma vie, premièrement. C'est quelque chose que j'aurais jamais pensé faire. Et c'est là que j'ai réalisé que je venais de découvrir une nouvelle passion pour l'écriture. Et pour moi, c'était une façon aussi de vider le sac à dos rempli de cailloux que je transportais depuis des années. Et à chaque fois que j'écrivais, c'était comme si j'enlevais un caillou à la fois de toutes les blessures que j'ai eues au courant de ma vie. Et finalement, en janvier 2022, euh, je suis tombée malade et j'ai été hospitalisée pendant plus d'une semaine. Et justement, à ce moment-là, j'étais déjà très, très malheureuse au travail. Tu sais, je rentrais travailler, mais de reculons. Et faut comprendre qu'en janvier 2022, j'avais changé de poste. On m'avait proposé un poste d'intervenante scolaire. Et donc, je ne travaillais plus en classe d'adaptation scolaire. Et moi, dans l'école où est-ce que je travaillais, il n'y avait pas d'équipe d'intervention. J'étais la seule intervenante pour une école de 315 élèves. Et c'est quelque chose quand même d'assez énorme. Et justement, lorsque j'ai été hospitalisée, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappée. Lorsque le médecin qui s'occupait de moi est venu me voir, puis m'a demandé qu'est-ce que je faisais dans la vie. Et je lui ai expliqué que j'étais intervenante scolaire pour une école de 315 élèves. Et lorsque j'étais hospitalisée, ben, j'avais contracté une méningite virale. Et la méningite virale, c'est tout ce qui attaque les méninges, la colonne, etc. Et la médecin qui s'occupait de moi me disait, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, j'ai dit, je suis intervenante scolaire, puis je m'occupe de 315 élèves. Puis là, elle me demande, est-ce qu'au moins tu as du support, du soutien pour faire le travail que tu fais? Parce que c'est quand même gros. J'ai dit non, je suis toute seule. Puis là, elle me regarde, puis elle me dit, est-ce que tu n'aurais pas l'impression que ton corps est en train de t'envoyer un message? Puis là, je l'ai regardée d'un air vraiment surprise et je lui ai dit, mais tu sais, je ne comprenais pas pourquoi. J'ai dit, OK, mais pourquoi vous me dites ça?
Mais là, c'est alors qu'elle m'a dit, ben, tu viens de m'expliquer que tu es intervenante scolaire pour 315 élèves, mais que tu n'as pas d'équipe pour t'appuyer, pour te soutenir, que tu es toute seule. Puis là, en ce moment, tu as une méningite, c'est tout ce qui a rapport au méninge, la colonne. Est-ce que tu n'aurais pas l'impression que tu manques de support au travail? Fait que j'ai comme fait un saut, puis j'ai comme fait, wow, OK, j'aurais jamais pensé qu'un médecin allait me dire ça. Et c'est suite à ça que j'ai vraiment eu une grosse prise de conscience. Et entre-temps, justement, tu sais, j'essayais de trouver de nouveaux défis qui allaient m'allumer. Et dans la même époque, il y a l'organisme Poimou-Mishkenu qui était à la recherche d'ambassadeurs et d'ambassadrices pour leur programme. Et ce programme, justement, visait à former des jeunes pour prendre la parole en public lors de conférences. Et je me suis dit, bon, ça pourrait être un beau défi pour moi. Puis une chance que j'ai fait ce programme-là parce que je pense que je serais pas ici aujourd'hui, je serais même pas capable de vous parler puis de vous partager mon histoire parce que moi, il faut comprendre que j'étais quelqu'un d'extrêmement timide et réservé. Moi, parler devant une foule, j'aurais jamais été capable de le faire. Fait que j'ai eu quand même de très bons outils avec l'organisme Poimou Mishkenu. Et suite à ça, ben justement, on a eu des formations. Et le 26 avril 2022, il est arrivé un événement, justement, à mon travail, qui m'a fait prendre la décision ce matin-là de démissionner. Et parce que, justement, je n'étais plus heureuse. Puis, je vais toujours me rappeler de ce matin-là où est-ce que j'étais assise à mon bureau. Je pleurais de colère. Et je me suis dit, Audrey, est-ce que c'est ce travail-là que tu veux faire toute ta vie? Et c'est là que je me suis levée de mon bureau. J'ai enlevé toutes mes choses, j'ai ramassé toutes mes choses et je suis partie sans regarder en arrière. Mais j'avais une collègue à qui j'avais déjà partagé mon souhait de quitter le milieu scolaire pour faire autre chose. Et comme par hasard, cette collègue-là était au bureau ce midi-là. Elle m'a regardée et elle m'a dit, OK, Audrey, c'est aujourd'hui que tu as pris ta décision. J'ai dit oui, c'est aujourd'hui que ça se passe. Et c'est là qu'elle m'a dit, bon, ben, je vais te souhaiter la meilleure des chances pour ton avenir. Puis je suis même pas inquiète pour toi. Tu es extrêmement douée. Puis je sais que tu vas être capable d'accomplir de belles choses. Puis le lendemain, comme par hasard, on avait eu un atelier Zoom justement avec les ambassadeurs de Poimou-Mishkenu. Et on avait fait un tour de table. Et le directeur général, lorsqu'il est venu mon tour de prendre la parole, m'a demandé, puis toi, Audrey-Lise, comment ça va? Là, je lui ai dit, ben, ça va bien, malgré ma décision soudaine de démissionner de mon travail après plusieurs années. Il m'a dit, c'est triste pour eux, mais moi, c'est une bonne nouvelle pour moi. Puis après ça, suite à ça, on s'est parlé en privé, puis c'est là qu'il m'avait proposé un travail pour l'organisme Poimou Mishkenu. Fait que, tu sais, tout était quand même bien aligné pour moi. Et suite à ça, ben, il a fallu que je prenne également des décisions pour mes études parce que, tu sais, j'avais commencé mon troisième certificat en troubles du spectre de l'autisme. Et c'est là que je me suis dit, est-ce que je vais quand même poursuivre ce troisième certificat-là, même si je ne travaille plus pour cette clientèle-là? Et c'est finalement là que j'ai pris la décision d'abandonner ce programme-là et de me poser les bonnes questions. Parce que moi, j'ai toujours caressé le rêve justement de faire découvrir mon histoire, de faire rayonner les Premières Nations. Et, mais tu sais, je manquais quand même des outils parce que tu sais, on s'entend qu'à l'école, c'est très... lorsqu'on parle de l'histoire des Premières Nations, on n'en sait pas beaucoup, malheureusement. Tu sais, c'est très... puis je le dis encore aujourd'hui, je le répète, qu'il faudrait revoir l'histoire des Premières Nations justement pour en parler de façon plus large. Mais bref, c'est pas là où je veux en venir. Et c'est ça. Moi, je voulais partager mon histoire, puis je caressais un rêve justement de, de faire ma part de changement justement envers les Premières Nations. Et c'est là que j'ai fait la découverte justement de l'UQAT, qui avait une école d'études autochtones.
Et c'est là que je me suis inscrite en gouvernance autochtone. Puis je me rappelle, on avait eu une fin de semaine de formation à Montréal avec l'organisme Pwamouth-Mishkenu. Il y avait également Nancy qui était là à l'époque et il y avait une autre membre du CA avec qui j'avais jasé longuement. Tu sais, que je leur avais fait part de mes études, puis tu sais, ils m'ont donné des conseils comme de quoi, tu sais, j'allais pouvoir abandonner le programme de trouble du spectre de l'autisme et m'inscrire dans un autre programme pour ensuite faire la demande pour avoir un bac par cumul. Et c'est là que je me suis dit, wow, OK, je vais être capable de m'en sortir finalement. Puis c'est là que je me suis inscrite en gouvernance autochtone et je ne le regrette aucunement parce que je trouve que c'est un programme tellement enrichissant. Et avant de faire tout ce que je fais, ben, j'étais également une fidèle auditrice des dîners conférences autochtones et j'aurais jamais pensé qu'aujourd'hui j'allais offrir une conférence. Mais c'est ça. Puis justement, en 2022, avec tous les textes que j'avais accumulés dans mon ordinateur, c'est là que j'ai eu l'idée de lancer Maman Autochtone. Fait que 2022, ça a été une belle et grosse année pour moi où est-ce que je me suis vraiment épanouie. Et c'est là que j'avais lancé Maman Autochtone. Mais avant de lancer Maman Autochtone, c'est vrai, j'avais collaboré pour le blog de la parfaite maman cinglante. C'est un blog qui est assez populaire, qui appartient à Maude Michaud. Et Maude Michaud, c'est une blogueuse qui a également fait partie d'une série documentaire qui avait été diffusée à Canal Vie sur c'était un groupe de mamans, mais malheureusement, je ne me rappelle pas du titre de l'émission. Mais cette année-là, en 2022, elle était à la recherche de collaboratrices dans son blog. Et comme je m'étais mise à l'écriture, je me suis dit, bon, tu sais, je vais m'essayer, peut-être ça pourrait me donner une certaine visibilité, mais sans trop me faire d'attente, encore une fois. Et finalement, j'ai été acceptée et j'ai collaboré pour ce blog-là pour 3 textes. Mais rapidement, je me suis dit, ce qu'elle fait là, je peux le faire aussi, à ma façon. Parce que, tu sais, dans son blog, c'était vraiment des sujets plus axés sur le rôle de la maman, le rôle du papa, la vie de famille. Puis moi, je voulais vraiment avoir une infinie de possibilités. Fait que c'est de là qu'un peu Maman Autochtone est née. Parce que moi, je voulais vraiment aborder des sujets un petit peu plus tabous qu'on parle pas assez souvent. Et tu sais, s'il y en a qui ont déjà été faire un tour dans mon blog, il y a beaucoup, beaucoup de sujets quand même assez variés justement sur mon vécu personnel à moi, mais aussi sur des sujets tels que la spiritualité, tels que les missionnaires au Oblat, etc. Tu sais, c'est assez varié. J'ai quand même plus de 70 textes environ dans mon blog. Fait que, tu sais, je voulais avoir cette flexibilité-là d'aborder tout ce que je souhaite. Et ben c'est ça, c'est de là que Maman Autochtone est née. Et justement, au courant de l'année 2022, lorsque j'ai fait mon changement de carrière et d'études, il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes à moi. Et tu sais, l'optique aussi dans Maman Autochtone, c'était non seulement de partager mon histoire, mais aussi de, de faire comprendre aux gens que malgré tout ce qu'on peut vivre comme défi, comme obstacle au courant de notre vie, ben, il y a toujours une façon de s'en sortir. Puis, tu sais, je me suis longtemps repliée sur moi-même avant tout ça, euh, en me disant, puis en me répétant souvent, ah, tu sais, pourquoi moi? Pourquoi je vis tout le temps des choses difficiles? Pourquoi je fais toujours face à des épreuves? Jusqu'au jour où je me suis dit, OK, non, là, ça va faire. Je vais arrêter de m'apitoyer sur mon sort et de faire en sorte de partager mon histoire, de partager mon vécu pour aider justement d'autres personnes à se prendre en main, à s'ouvrir, à partager leur histoire, puis en inspirer d'autres, justement. Et c'est vraiment dans cette optique-là que Maman Autochtone est née. Puis souvent, je me fais demander pourquoi Maman Autochtone, pourquoi j'ai choisi ce nom-là. Et moi, Maman Autochtone, j'ai décidé d'appeler mon blog comme ça parce que premièrement, je suis une fière maman de 2 enfants. Et je souhaite qu'un jour, mes enfants
connaissent mon histoire, que mes enfants sachent par où leur maman est passée avant d'en arriver où elle en est aujourd'hui. Parce que, tu sais, avant toutes les belles choses qui sont arrivées dans ma vie, ben, j'ai également connu de grosses difficultés, mais j'ai quand même réussi à m'en sortir. Alors, si moi j'ai réussi à m'en sortir, tout le monde peut s'en sortir. Et pourquoi autochtone? Ben ça, c'est ma fierté en tant qu'Innu, en tant qu'autochtone. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler mon mot autochtone. Et c'est ça. Puis après ça, comme je disais, j'aurais jamais pensé que maman autochtone allait connaître un grand succès. Moi, dans ma tête, je me disais, c'est tant mieux si je peux rejoindre une centaine de personnes. Mais à l'heure actuelle, j'ai plus de 4000 abonnés dans ma page Facebook. J'aurais jamais cru me rendre jusque-là. Et comme je le disais, ça m'a ouvert beaucoup, beaucoup de portes. Et justement, l'an dernier, j'ai été sélectionnée parmi 8 jeunes autochtones à travers le Canada pour aller faire un discours au Sénat devant des sénateurs portant sur l'éducation à l'image des peuples autochtones. Et en allant là-bas, moi, pas, je voulais pas juste porter mon discours à moi. Alors, j'ai eu l'idée justement de rassembler plusieurs jeunes autochtones. On avait un groupe Facebook suite à un rassemblement qu'on a vu. Et dans ce groupe-là, justement, j'ai demandé à ces jeunes-là de me partager leur vision quant à l'éducation chez les peuples autochtones. Et j'ai rassemblé toutes ces idées-là pour en pondre un discours que j'ai été justement faire devant les sénateurs. Et comme Nancy l'avait mentionné au tout début de la conférence et suite à ce discours-là justement que j'étais faire au Sénat, que j'ai gagné l'an dernier un mammouth, un prix mammouth à Télé-Québec sur la catégorie revendiquer une éducation à l'image des peuples autochtones. Puis ça, j'aurais jamais cru dans ma vie gagner un tel prix. J'aurais jamais cru me rendre là. Et c'est là que ma vision quant à ma mission est devenue de plus en plus claire. Puis moi, ce que je souhaite partager aujourd'hui aux gens qui m'écoutent, que ce soit des jeunes autochtones, des jeunes allochtones, peu importe, c'est que il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut accomplir. Faut juste croire en soi. Puis oui, j'ai vécu de grosses épreuves dans ma vie, mais ces épreuves-là ont fait en sorte celle que je suis devenue aujourd'hui. Parce que c'est grâce à ces épreuves-là que je suis devenue plus forte. C'est grâce à ces épreuves-là que je vous partage que j'ai pu me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui. Et voilà, ça résumerait un peu ce que je voulais partager aujourd'hui parce que là, j'arrête pas de regarder le temps qui file assez rapidement. Fait que je sais pas s'il y avait des questions ou... Eh bien, ben, tout d'abord, merci beaucoup, Audrey-Lise, pour ce partage que tu as fait. C'était vraiment touchant. Moi, je me souviens aussi de la première fois que je t'avais rencontré, justement, quand j'étais membre du conseil d'administration de Puamun-Mishkenu. Puis j'ai longtemps repensé à toi par la suite, puis je me disais, j'étais curieuse de savoir où tu en étais parce que moi aussi, je viens du domaine de l'éducation. Puis c'est rare quand même, là. Puis ben, je suis contente d'avoir vu ton évolution à travers les années. Ça fait déjà presque 3 ans, tout ça, là. Oui, Puis 2, 3 ans. Donc, je tiens à te féliciter pour d'avoir pu tracer ton chemin, mais à ta propre image. Puis ça, je pense que quand on est à l'écoute de certains signes, ben, je pense que ça peut pas faire autrement que de bien réussir. Donc, je te félicite pour ça. merci beaucoup. Il nous reste une vingtaine de minutes quand même Oui, pour oui. une période d'échange de questions que je vais animer. Mhm. J'invite notre auditoire virtuel que tu n'as pas vu, mais qui est là. Cher auditoire, je vous invite à écrire vos questions dans l'espace Q&R. Vous devez écrire vos questions, puis moi, je vais les lire. Puis on va terminer à 13 heures parce qu'on ne peut pas nécessairement dépasser le temps, donc je vais gérer le temps en conséquence.
Je vais commencer avec un premier commentaire pour un spectateur anonyme. Alors, bonjour Audrey-Lise, merci pour votre témoignage. Mon message n'est pas une question, plutôt un mot pour vous souligner qu'au moment de parler de l'arrivée de votre conjoint dans votre vie, un sourire a illuminé votre visage. Même chose quand vous avez parlé de votre entrée à l'école, de votre communauté, la réussite de vos études, le processus d'écriture. J'avais envie de partager la beauté que cela m'a inspiré et la confiance dans la vie également. Wow! Un autre, c'est vraiment bien. Oui. Ici, j'ai Juliane Bérubé qui, Tinoche Koumedine, Audrey-Lise, quel témoignage généreux et plein d'espoir. Félicitations pour ton cheminement et quel courage. Merci beaucoup. Ici, oh mon Dieu, on en a quand même 8 là. Je vais quand même aller assez rapidement. Peut-on partager cette conférence à des personnes? Aurons-nous accès à l'enregistrement? Oui, pour répondre à votre question, cet enregistrement sera disponible d'ici quelques jours sur le site web de l'UQAT. Je vais donner l'adresse tout à l'heure et vous pourrez justement transmettre cette conférence à n'importe quelle personne, mais elle sera disponible jusqu'à la fin de la session hiver 2024, c'est-à-dire jusqu'à la fin avril. Donc, aussi, on a un autre spectateur qui a partagé une vidéo de la soirée Mammouth. André-Anne-Paul, bonjour Audrey-Lise. Donc, on n'a pas eu nécessairement de commentaires. Euh, Ici, un autre commentaire, bravo pour ton cheminement, tu peux en être fier. Et ici, Cathy Messier qui demande merci pour ce partage généreux et inspirant. Que peut-on te souhaiter pour la suite? Ah mon Dieu! C'est une question quand même assez large, si on veut. C'est sûr que pour la suite, moi, je dirais que je puisse continuer à inspirer d'autres gens à, à dépasser leurs limites, à surmonter les défis de leur quotidien. Je pense ça ressemble à ça. Ici, une autre question justement de Audrey Fortin. Donc, c'est merci beaucoup pour votre partage, ça fut très intéressant. Donc, André-Anne-Paul, je voudrais savoir comment se fait la conciliation travail-famille avec tous les défis du quotidien. Ouf! Oh mon Dieu! C'est sûr que ça représente un très gros défi de concilier justement le travail et la vie de famille. Euh, Justement, j'ai eu à faire face dernièrement à de très gros défis dans ma vie personnelle, justement liés à ma vie de famille. Mais heureusement, tout ça est derrière moi aujourd'hui. Mais moi, je pense, que c'est vraiment de, de séparer les deux, tu sais, la vie de travail et la vie de famille, puis de trouver un juste équilibre entre les deux parce que, comme je l'ai dit, j'ai fait face à des défis dernièrement et je me suis tellement plongée dans mon travail que j'avais pratiquement oublié ma petite famille. Et c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que en novembre dernier, j'avais pris une pause, justement, dans mon blog de Maman Autochtone, une pause de toutes les activités professionnelles qui s'y rattachent également, des conférences auxquelles j'avais été invitée, parce que justement, j'étais vraiment épuisée mentalement, émotionnellement. Euh, Puis c'est là que j'ai comme une prise de conscience également d'apprendre à trouver un juste équilibre entre ma vie de famille et ma vie de travail. C'est sûr que c'est un gros défi en soi, mais on y arrive lentement mais sûrement. Merci. Ici, j'ai Sue-Hélène Kaplan qui dit I really enjoy hearing you speak and reading your blog. Et on a une autre question ici. Bon, quel beau témoignage. La plus belle éloge que tu as reçue en lien avec ton blog ou tes conférences. Oh mon Dieu, je pense que c'est de la part des jeunes qui étaient présents lors du gala Mammouth. Oh, j'étais tellement sur un nuage de voir ces jeunes-là qui étaient très emballés et tu sais, de voir le parcours que j'avais eu. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, je pensais juste que ça rejoignait des adultes, mais, tu sais,
suite au gala, ben, j'ai pris conscience que non seulement il y a des adultes, mais également des jeunes qui me suivent. Fait que, tu sais, c'était tellement touchant pour moi de voir ces jeunes-là être fiers de moi, de mon parcours. Fait que je pense que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai reçu la plus belle éloge, justement. Merci. Alors ici, on a un autre commentaire. Bravo Audrey-Lise, tu es un bel exemple de leadership autochtone au féminin. Merci beaucoup. Ici, Déborah Madil de Coué de la part d'un groupe de l'éducation des adultes à Picogan en Abitibi. Nous souhaitons savoir si tu te déplaces en région pour tes conférences Miigwech. Oui, je me déplace et je sais pas si vous voyez mon fond d'écran, mais mon adresse courriel en haut ici, vous pouvez faire la demande à ce courriel-là, justement, pour les conférences. Kathleen André, tu es inspirante et merci pour ton authenticité. Et on a une autre question ici. Quel est ton plus grand souhait à ce jour avec tout ce que tu as accompli? Oh mon Dieu, mon plus grand souhait, ça serait de changer les cours d'histoire qui s'offrent dans les écoles pour vraiment mettre de l'avant l'histoire des Premières Nations. C'est mon petit rêve à moi. Puis également Mhm, de mettre de l'avant les langues autochtones aussi parce que, tu sais, oui, il y a le français, oui, il y a l'anglais et oui, il y a les cours d'anglais qui s'offrent comme cours optionnels dans les écoles, dans les cégeps et dans les universités. Mais moi, mon petit rêve à moi, ça serait vraiment d'offrir les langues autochtones selon le territoire, ça c'est sûr, justement pour préserver et sauvegarder notre langue. Ce serait ça. mhm. Puis justement, tu es en train de terminer tes études de premier cycle au bac. Est-ce qu'un jour, tu aimerais peut-être entreprendre des études supérieures, comme la maîtrise? Oui, oui, c'est sûr. Mais tu sais, Donc, j'essaie de me faire de me faire une idée vers quoi je vais me diriger pour l'étape suivante. Mais c'est sûr que après avoir complété mes cours pour mon bac, je vais prendre une petite pause pour me reposer un peu parce que tu sais, je vis beaucoup de choses autant dans ma vie personnelle que professionnelle. Fait que, mais c'est sûr que je veux continuer mes études. Mm. mhm. Mais en tout cas, si jamais ça t'intéresse puis que tu as besoin de quelqu'un avec qui en parler, mais moi, ça va me faire plaisir là, Ben, d'échanger merci. avec toi. Ici, on a une autre, en fait, de Louise Bryce. Depuis que tu offres des conférences et des partages, est-ce que les femmes victimes de violences conjugales t'ont manifesté de la reconnaissance d'oser en parler de ces épreuves Ah, mon publiquement? Dieu. Oui, beaucoup. J'ai eu beaucoup de messages en privé de la part des femmes qui m'ont remercié d'avoir partagé publiquement mon histoire, d'avoir dénoncé publiquement la violence conjugale. Et tu sais, j'ai eu quelques messages de la part de femmes qui m'ont dit que je les avais encouragées justement à dénoncer eux aussi. Puis je pense, oui, c'est un sujet tabou, mais il faut pas avoir peur de dénoncer parce que la violence conjugale, ça ne devrait même pas avoir lieu, ça devrait même pas se produire. Mm. Hmm. Ici, une autre question. Dans quelle mesure l'écriture a soigné ce qu'il y a de blessé en toi? Merci pour ce partage inspirant et je vous souhaite une vie fantastique. Ah, l'écriture, c'est tellement, ça a tellement été bénéfique pour moi, ça a été tellement libérateur parce que, tu sais, tout ce que j'avais gardé à l'intérieur de moi, j'ai pu, euh, j'ai pu le mettre à l'écrit. Et comme je l'avais mentionné au début, c'était comme si je venais d'enlever toute cette lourdeur que je portais en moi en le mettant à l'écrit et en l'exposant justement. C'est tellement un sentiment libérateur, je trouve, de mettre à l'écrit nos blessures, justement. Fait, je pense que c'est de cette façon-là vraiment que ça m'a soigné de tout ce que j'avais vécu. Puis justement, ici, on a une autre question par rapport à ce qui fait écho à certaines blessures. Vous avez parlé de votre expérience avec le corps qui nous parle. Je suis curieuse de savoir si dans la culture Innu, vous avez appris que le corps nous parle. Merci. Ben, pas nécessairement, non. J'ai pas eu
des connaissances en tant que telles à ce sujet dans ma culture, là, à savoir si le corps nous parle, mais encore aujourd'hui, je suis surprise des paroles de ce médecin-là, mais c'est sûr qu'il doit avoir des histoires à ce sujet-là. Mais tu sais, moi-même, j'apprends encore aujourd'hui par rapport à ma culture et j'aurais jamais fini d'apprendre, je pense. Mhm. Mm. Moi, ça me fait penser beaucoup à la capacité de lire, parce que dans le monde autochtone, l'observation, pour moi, c'est une forme de littératie, c'est d'observer, d'être capable d'être à l'écoute des signes. Puis ça, tu en as beaucoup parlé, d'être capable de lire, de détecter, de décoder notre environnement, puis de se décoder soi-même. Puis je pense que c'est une autre forme d'apprentissage. Puis moi, je ferais un parallèle avec cette capacité-là d'observer, d'être à l'écoute justement pour apprendre, puis d'apprendre des choses qui nous sont communiquées par notre environnement, puis par notre corps. Mm. Donc, ici maintenant, nous avons le même rêve pour les livres d'histoire. Je suis alloctone. Alors, un autre commentaire superbe conférence. Je me questionne en tant qu'allochtone. Je me sens souvent imposteur de m'identifier aux valeurs autochtones et pourtant, je sens les porter naturellement. Je souhaite savoir comment ce fait est vu par les communautés. Par exemple, comme enseignante, est-ce légitime de partager ou de pratiquer certaines traditions en classe? Ah, mais c'est sûr que, tu sais, ben, si je peux prendre l'exemple tu sais, ici à l'école de notre communauté, je connais quand même quelques enseignants qui partagent vraiment les savoirs autochtones, le Innu et Dun, à leurs élèves, justement, pour faire perdurer nos savoir-faire autochtones. Mais par contre, en ce qui concerne les écoles hors communauté, ça, je pourrais pas répondre à ça. Mais ici, je sais que l'effort est vraiment... il y a beaucoup d'efforts qui sont faits de la part des enseignantes, justement, pour faire perdurer notre histoire. Mhm. Merci, Audrey-Ly. J'ai aussi deux autres questions ici de la part de Suzy Basile. Mhm. Est-ce que la publication de tes blogs a fait augmenter, selon toi, le niveau de solidarité entre les femmes autochtones? Ah, clairement, c'est sûr que oui, parce que, tu sais, j'en connais beaucoup des femmes autochtones qui veulent, elles aussi, réussir à leur façon dans n'importe quel domaine, puis j'en connais beaucoup qui réussissent de plus en plus, que lentement, des portes s'ouvrent à elles, puis, tu sais, je pense que ça va aller qu'en augmentant, puis juste en s'améliorant, vraiment. Mm. Merci. Et autre question, est-ce que certains sujets de tes blogs ont suscité plus de réactions, par exemple positives ou négatives, auprès de Euh, personnes qui sont abonnées? Comment expliques-tu cela? oui. Le texte qui a suscité le plus de réactions, c'était justement le texte portant sur la violence conjugale. Suite à la publication de ce texte-là, il y a l'organisme des femmes autochtones du Québec qui m'a envoyé une lettre de bravoure, justement, pour avoir dénoncé ce geste-là. Et il y a également eu, c'est sûr, des réactions négatives de la part des proches de mon agresseur. Mais tu sais, c'est des choses qui arrivent, qu'on ne contrôle pas malheureusement. Puis, tu sais, moi, je le répète encore aujourd'hui, pour moi, c'était une façon de boucler la boucle à cette histoire douloureuse-là de ma vie. Puis, c'était pas, jamais j'ai fait mention de la personne qui m'a agressée. Puis, je pense que personne n'a à savoir de qui il s'agit. Mais pour moi, c'était une façon vraiment, euh, pas de pardonner le geste qui m'a fait, mais de pardonner la personne parce que je sais que cette personne-là a eu ses difficultés aussi, puis c'était une façon pour moi d'aller de l'avant dans ma vie. Fait que, c'est ça. Merci. Et ici, on a une question de Virginie. Merci infiniment pour cette conférence. Je me demandais, as-tu des conseils à donner pour les personnes, les jeunes qui ont le goût d'écrire à d'autres personnes? Ah, c'est de ne surtout pas hésiter à foncer puis aller de l'avant. Puis d'y aller vraiment.
de façon intuitive, puis de pas voir ça comme une tâche nécessairement, mais de voir ça comme un plaisir, de voir ça comme si on écrivait à notre petit journal intime, justement, parce que c'est sûr que, tu sais, dernièrement, comme je l'avais mentionné tantôt, tu sais, je m'étais tellement plongée dans mon travail que c'était quasiment devenu une, euh, une tâche pour moi. Tu sais, puis je l'ai mentionné dernièrement dans mon blog que j'écrivais plus beaucoup autant qu'avant, justement, parce que j'avais plus d'inspiration. Fait que là, c'est une des autres raisons aussi pourquoi j'avais décidé de prendre une pause, parce que j'avais perdu le plaisir d'écrire, mais tu sais, je sais que ça va revenir. Tu sais, dans le domaine de l'écriture, ça, c'est une relation amour-haine. Des fois, on aime ça, des fois, on n'aime pas trop ça. Tu sais, mais je sais que je vis et je vais vivre encore une belle histoire avec l'écriture. Mm. Merci. Et on a un dernier commentaire de Marie-Josée Wapistan qui dit: Je suis vraiment fière de cette femme Innu. En tant que représentante de la nation de l'Association de femmes autochtones du Québec, bravo, bravo. Merci, Tina Hamdan, Marie-Josée. Alors, on n'a plus de questions. On a réussi quand même à faire le tour de toutes les questions et les commentaires. Alors, je voulais inviter l'auditoire à évaluer la conférence, à envoyer vos commentaires avec un lien qui vous est envoyé à la suite de la conférence. C'est toujours apprécié par nos conférenciers. Et je voudrais vous annoncer justement que le dernier dîner conférence autochtone aura lieu le 25 avril prochain et notre invitée, Marie-Pierre Renaud, doctorante à l'École d'études autochtones, nous présentera sa démarche doctorale en lien avec le projet Udaimen de Minashin, l'art Anishinaabe comme facilitateur de la sécurisation culturelle dans le réseau de la santé. Vous pouvez vous y inscrire à partir de la page web de l'UQAT, ucat.ca/dca. Alors, je vous remercie infiniment, cher auditoire, Tinashkumedin, et à la prochaine. Tina Hamdan, Kajin Dadoye Kasnoe Tchek, Nyoto Lepsi.